toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Aujourd'hui, un seul thème, Fribourg-Gotteron, puisque les Dragons se sont inclinés 4-3 après prolongation à domicile lors de l'acte 6, ce qui fait que mercredi soir, il y aura un match 7 à Berne. On se réjouit d'être présent dans la Postfinance Arena pour suivre ce match forcément intense au niveau des émotions. On fait aussi une petite rubrique, ce qui nous a fait mousser, et ça porte bien son nom puisque c'est Merelé, une histoire de bière. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, tu es où en ce moment? Bah écoute, c'est au même endroit que la dernière fois que j'étais en route pour le match à Porrentruy. C'est le deuxième épisode que je fais depuis un parking à Glevelier. Donc on est en train d'écumer la région. Et j'aurais fait plus d'épisodes pendant ces quarts de finale depuis le parking de Glevelier que depuis mon appartement. Donc voilà, c'était la vie des playoffs. Je suis pas du tout en train de m'en plaindre. C'est les coulisses de l'enregistrement. Donc voilà, comme d'habitude, on fait vraiment au mieux pour que l'épisode soit le plus agréable à écouter pour vous. C'est peut-être un petit peu moins qualitatif que quand on est ensemble, mais on fait de notre mieux pour quand même amener du contenu pendant cette période. Ouais, je crois que ça va. Et puis tu disais depuis chez toi ou depuis le bureau de Cold Facts chez moi. C'est vrai que ça, voilà. c'est assez dingue. On revient donc sur le match, l'acte 6 du quart de finale entre Berne et Fribourg, qui finalement a tourné à l'avantage de Berne, qui s'est imposé en prolongation pour un succès 4-3 grâce à Miro Aaltonen, un doublé de Marc Marchand aussi. En regardant les statistiques et le match, on se dit que Fribourg est passé à côté de quelque chose et qu'il y aura un match 7 à domicile pour Berne. Et que là, les statistiques, on est des fans de statistiques, mais quand elles ont un sens, là, je pense que c'est simplement un constat qu'on peut faire sur 47 matchs 7 qui a eu depuis l'introduction du Best of 7 en 1998. J'ai encore refait les calculs, j'ai contrôlé et tout. 8 victoires sur 47 matchs. Je sais pas combien ça fait de pourcents, mais ça en fait pas. C'est en tout cas plus de 80% de chance pour l'équipe qui est à domicile de l'emporter. Et donc, c'est quand même plutôt favorable à Berne, cette histoire. Exactement. Avant de se projeter sur ce match de Berne, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé ce lundi soir avec effectivement un Fribourg-Gotteron. Il y a peut-être certains fans, et je dis ça avec un petit sourire parce que on en connaît les deux, qui se sont peut-être dit ça va être facile finalement ce soir, 2-0 pour Fribourg rapidement après moins de 10 minutes. C'est vrai que le départ était idéal pour Fribourg-Gotteron. Un départ à la longue, non? Exactement, Berne n'est pas franchement large. Puis la machine s'est un peu grippée, et puis il y a une double mauvaise relance de Berchi qui permet à Aaltonen de marquer. Alors Aaltonen avec l'aide de Heitzel dans un premier temps, mais voilà, au final, c'est rapidement 2-1, et Fribourg n'a pas pu capitaliser sur cet avantage au score qui a été pris. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Si tu gardes ce 2-0 un peu plus longtemps, à mon avis, il y a peut-être moyen de faire douter Berne. Là, ils n'ont pas franchement eu le temps de douter ou de se remettre en question ou de devoir réagir. Parce qu'en gros, à la place de Tapola, si tu aimes les 2-0 et puis que ça t'arrive à la fin de la première période, tu fais quoi? Est-ce que tu gardes tes lignes? Est-ce que tu brasses? Si tu brasses, est-ce que ça va vraiment avoir un impact? À 2-1, pas du tout. Au 2-1, tu gardes ton plan de match, tu ne changes rien et puis tu attends juste que potentiellement ça tourne dans ton sens. C'est au final ce qui s'est passé. Marc Marchand, qui est une peste sur la glace, mais qui est aussi un bon joueur de hockey. Je pense qu'il serait bon de pas l'oublier. Et malheureusement, quand tu le laisses partir dans le dos comme ça, c'est un bon joueur de hockey. Il est capable de marquer pas mal de buts. Il l'avait fait avec Cloton. Là, avec Berne, il continue durant ses playoffs et il est un peu dans la tête des Fribourgeois, des fans en tout cas. Ouais. D'ailleurs, il faudra peut-être juste
trouve une autre chanson pour lui, parce que Fuck You Marchand, c'est une idée, pourquoi pas. Mais quand il y en a un dans ton équipe aussi, là, du coup, ça devient un peu bizarre comme situation. Donc, peut-être penser à mettre le prénom du joueur, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ah, c'est énorme, ça. Non, mais tu voudrais l'inventer, que tu dirais que c'est pas possible. Hein. C'est le pauvre Nathan Marchand qui s'est fait insulter par toute la BCF Arena. Alors, j'imagine bien qu'il l'a pas pris pour lui. Mais je trouvais quand même ça assez cocasse, je dois dire. Ouais, tu peux y aller. Mais aussi, on le mentionnait, hein, il faut que Berra, pour que Fribourg puisse tenir aussi, c'est le système défensif, c'est Berra qui tient la baraque, et il l'a bien fait de nouveau. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais même, je dirais, le 2-2 de Marchand, justement, là, qui passe au-dessus de son épaule, c'est incroyable, cet angle, finalement, comment le puck arrive à entrer. Puis j'ai pas tellement l'impression qu'on peut dire il bloquait pas bien son poteau. C'est vraiment le tir plus que parfait et chanceux. Ouais, alors c'est intéressant, je pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais vu que tu en parles, c'est bien vu. Il y a tout un débat, on va dire old school, new school, ou quelque chose comme ça, autour de la position de gardien. Et la position, c'est pas forcément que le poste, c'est aussi cette position collée au premier poteau, sur un genou, pour pouvoir pousser sur la jambe qui est contre le poteau pour aller plus rapidement de l'autre côté, et donc éviter un but en wraparound, comme ils le disent là-bas, le Boebet-Trickli, comme on le dit plutôt ici en Suisse allemande. Pour éviter ça, c'est une façon c'est une tactique, on va dire, de gardien qui fonctionne. Problème, c'est effectivement quand le tir est absolument parfait, même un grand gardien comme Berra, ça lui passe au-dessus de l'épaule. Et sur Twitter, tu vois, à chaque fois qu'il y a un but comme ça en NHL, il y a un journaliste suédois qui s'énerve là autour. Il y a eu pas mal de débats avec Henrik Lundqvist, qui a dit que c'était devenu quand même un petit peu une pandémie, selon son terme, d'avoir des gardiens qui se mettent à genoux au premier poteau. Mais en l'occurrence, moi j'ai tendance à croire qu'il y a plus de bénéfices, si tu joues les statistiques, il y a plus de bénéfices à jouer comme ça que pas. Donc oui, on peut difficilement l'imputer à Reto Berra, ce but. Moi, ce qui m'a plus inquiété, on en parlera quand on se projettera sur le match numéro 7, ce qui m'a plus inquiété dans ce match de Fribourg-Gotteron, c'est qu'on a quand même la sale impression que la monoligne fribourgeoise est un peu le seul moment où il peut se passer quelque chose sur la glace. Regardez Fribourg-Gotteron dans des matchs comme celui-ci, c'est de se dire, bon, c'est laquelle ligne là? Ah, ils viennent de sortir la ligne de Schmidt, Wallmark, Sørensen. Bon, on va attendre 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, peut-être Fribourg va rien faire offensivement, faut peut-être pas encaisser au moins, puis vivement qu'ils reviennent sur la glace, parce que entre-temps il va pas se passer grand-chose. Et malheureusement, l'impression visuelle est absolument baquée par les statistiques sur cette rencontre Fribourg-Berne de lundi soir. Il y a vraiment qu'une ligne qui a vraiment existé offensivement. Tu me diras, ça peut tout à fait suffire, et ça a failli suffire, hein, parce que si Fribourg gagne, on fait la même analyse, mais avec un Fribourg gagnant, et on se dirait, au prochain tour, peu importe contre qui ce sera, ça ne suffira pas. Ouais. Là, en l'occurrence, ça n'a pas suffi. Est-ce que du côté de Berne, justement, tu peux un peu plus compter sur 2 voire 3 lignes offensives qui peuvent avoir de l'impact? Probablement. Sur une longue série où tu dois te battre pour chaque centimètre de glace, ça peut être un peu difficile, et pourtant ils ont été brillants, hein, Wallmark, Sørensen et Schmidt. J'ai trouvé Wallmark incroyable dans ce match. Honnêtement, il méritait de marquer son but, tellement il a eu des éclairs de génie. Je sais plus si je te l'ai envoyé la scène ou pas. Non, tu l'as pas. T'en as parlé bêtement dans un article aussi où tu oui. expliques qu'il fait je sais plus s'il fait un il se met un puck sur son patin. Ouais, entrée de zone, petite feinte sur le défenseur, mais surtout au-delà de ça, après il y a Sørensen qui part dans son dos, et là il fait une passe mais millimétrée pour justement trouver l'espace dans la défense bernoise. Il met tout le monde il met tout le monde dans le vent avec une bête passe en backhand. Bête pas du tout, hein, mais une passe en backhand. Et c'est un move extraordinaire. Derrière, Sørensen dribble le gardien, mais il se fait accrocher. Il y a 2 minutes de pénalité. Voilà, il manquait pas grand-chose pour vivre une action fantastique à cet endroit. À ce moment-là, l'action était belle, mais elle n'a pas été couronnée de succès.
au final, il a quand même manqué un petit quelque chose. Puis quand tu as des Christophe Berchi qui sont censés être tes joueurs qui marquent les buts, qui sont la deuxième lame offensive, on va dire ça comme ça, qui rate des cages. Malheureusement, au bout d'un moment, s'il te manque un but, je dis pas que c'est la faute de Berchi, mais c'est en tout cas pas grâce à Berchi que Fribourg a évité la défaite. Il y a ça, il y a le penalty de Sørensen aussi. C'est pas une question de tu vas pas gueuler sur Sørensen pour avoir raté son penalty. Il l'avait transformé d'ailleurs. On se rappelle le puck qui roule gentiment finalement derrière la ligne. C'était lors de l'acte 2 pour signer le 3-0. Oui. Ça avait mis Fribourg, on va dire, à l'abri d'un éventuel retour bernois. J'ai envie de croire que quand tu as 3 goals d'avance, c'est un peu le score où tu te dis ouais, là c'est plutôt bon. Tout dépend du moment dans le match, mais au moment où Sørensen avait mis le 3-0 à l'époque, là c'était bon et ça s'était fini comme ça. Là c'est tu maintiens Berne, parce que je trouve que dans ce tir médian il y a eu quoi, je sais plus. Il y a eu en tout cas 5 powerplay, il y a eu plus de pénalités que ça, mais il y en a qui se sont un peu annulées parce qu'elles étaient une de chaque côté. Oui. Là, Fribourg, sur un powerplay qui arrive à faire la différence, peut-être que c'est là aussi où tu peux te dire il y avait sans doute mieux à faire. But de Radgeb est magnifique. Quand on le voit un peu de derrière, on a l'impression qu'il pose le puck. Je ne sais pas comment dire. C'est pas un tir, on dirait presque un tir flottant, mais il n'est pas du tout flottant, il est quand même beaucoup plus puissant que ça, il part vraiment, il tape l'angle, il entre, il peut pas mieux le placer que ça, mais je trouve qu'il y a eu un des angles de caméra qui est très beau, c'est très smooth un peu, ça se fait, c'est délié, le mouvement est joli et ça entre, et là tu te dis que peut-être avec ce 3-2, même si c'est qu'un but d'avance, le powerplay qui fonctionne, Radgeb qui est heureux d'avoir marqué, que ça a l'air de donner un super bel an. Et puis, tu le disais aussi en préambule, il y a le Marchand qui est laissé tout seul finalement. Très belle passe. Est-ce que c'est Merellet qui fait cette belle ouverture depuis l'arrondi? Absolument Merellet. Et puis après, voilà, Marchand, il marque ce but. Et 3-3, à ce moment-là, c'est quand même pas très mérité sur l'ensemble du match. Fribourg méritait mieux, mais ça va en prolongation et puis c'est pas un coin flip, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il y avait ce côté un peu à Fribourg pour avoir un tout petit peu les chocottes et puis Berne n'a plus trop à perdre finalement, même si c'est plutôt Fribourg qui peut se dire nous on peut perdre, on aura de toute façon un 7e match, mais ouais. Ça se joue à rien, quoi. Berne avait tout à perdre hier dans ce match, dans cette prolongation. Il suffit d'un vieux mauvais bon, il manquait pas grand-chose. Et ouais, Berne avait beaucoup plus à perdre, mais j'ai trouvé Berne un peu plus conquérant, t'as raison. Je te rejoins complètement. Et voilà, on a essayé de thématiser, c'est le confrère Ruben Steiger du matin qui parlait de la fameuse peur de perdre qui peut, en tennis on pourrait parler d'avoir le petit bras, et c'est vrai que ça peut donner ce sentiment au Fribourg qui pourrait, Lars Berger n'était pas forcément d'accord avec ça, mais ouais, tu mènes 2-0, puis derrière tu remets Berne dans le sens de la marche avec une erreur à la relance, laisser partir Marchand dans le dos à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi une petite erreur de placement. Le hockey, c'est un jeu d'erreur, on est bien d'accord, hein, mais c'est vrai que Fribourg a pas mal donné à Berne, justement, de par des petites erreurs individuelles. Et sur le but décisif, il y a Benoît Yecker qui va se faire brasser derrière la cage. Et il perd le puck là. Il y a aussi une perte de puck à la relance. Derrière, Yecker se fait brasser. Ensuite, pile à ce moment-là, si tu vas revoir la vidéo, c'est intéressant. Il y a un joueur qui sort, puis il y avait la 4e ligne bernoise sur la glace, il y a un joueur qui sort. Et dans le dos, Sprunger le garde, c'est à son endroit. Et dans son dos, il y a Aaltonen qui rentre à toute vitesse sur la glace. C'est devant son banc. La zone offensive est devant son banc. Et
Sprunger voit pas dans son dos que Aaltonen part, il part seul au but, puis là, malheureusement, le puck lui arrive dans un timing parfait. La perte de puck est simultanée finalement. Puis quand on nous dit que ça se joue vraiment sur des détails, là on est en plein dedans parce que cette perte de puck ou cette récupération derrière la cage de Merellet, si elle intervient une fraction de seconde plus tard, Aaltonen il est déjà plus en position de marquer. Mais là il l'était. Et puis le problème c'est quand tu mets Aaltonen seul dans le slot, malheureusement pour Fribourg-Gotteron c'est quand même souvent au fond que ça se termine. Et puis c'est quoi, c'est son 5e but sur ces playoffs? Ouais, c'est impressionnant. On avait dit au moment où il avait signé à Berne que déjà Berne n'avait pas besoin de ça. Il y a plein de questions éthiques qu'on aurait pu développer, qu'on a développé à l'époque. Et éthique, c'est un bien grand mot, mais déontologique, ou je sais pas quel terme utiliser, qu'on a développé à l'époque. Moral. On va pas refaire le débat. Voilà, on va pas refaire le débat maintenant. On l'a suffisamment thématisé. Non. Maintenant, il faut accepter qu'il soit là, ce joueur, et il a le droit de jouer. Finalement, ça revient un peu à 2-3 théories que j'ai lues concernant Gavin Bayreuther, que Lausanne devrait de son plein gré suspendre Bayreuther. Là, il ferait preuve de classe s'il le faisait. Désolé, faut pas. C'est pas au club de s'excuser si les règles mises en place. Alors qu'on peut parler et de Bayreuther et de Aaltonen. C'est pas au club de s'excuser si les règles n'ont aucun sens. Les règles sont ce qu'elles sont. Ma foi, et quel club le ferait? Mais bien sûr, ça c'est vraiment même dans un tournoi populaire. Tu vas pas commencer à le faire. Donc là, le but de tout le monde, c'est de gagner les matchs. Donc non, je pense que cette théorie que j'ai entendue sur Bayreuther, je l'ai pas lue sur Aaltonen, mais c'est un petit peu plus ancien aussi. Maintenant, ça date, cette histoire de suspension d'1 mois pour dopage, terrible sanction. Donc voilà, mais Aaltonen fait la différence, c'est clair, d'avoir un joueur comme ça. Et c'est là aussi où tu vois, et ça, c'est pas du tout pour jeter la pierre à Ljunggren. Mais malheureusement, Daniel Ljunggren, qui est centre de 4e ligne, il fait exactement ce qu'on attendait qu'il fasse, à savoir jouer centre de 4e ligne. Il était un peu meilleur dans le match numéro 6 qu'il n'a été au match numéro 5, où je l'ai vraiment trouvé cata. Là, il avait presque l'air un peu à sa place. Mais c'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant. On en parlera un petit peu plus tard sur quelles options pour Lars Leuenberger. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Cette semaine, dans notre petite capsule en partenariat avec Dr Gaps, la célèbre brasserie romande, on va parler de Valtteri Merellet qui demande des bières au public fribourgeois. Merci Valtteri de nous avoir donné du contenu de manière aussi simple. Mais il y avait Uwe Krupp, on n'a pas parlé. Ouais, aussi, il y a aussi Uwe Krupp. Dis donc, c'est la semaine, t'as raison, mais là c'est moins glorieux. Là, je voulais juste revenir parce qu'Uwe Krupp, pour ceux qui n'ont pas suivi, a pris une bière sur la tête du côté d'Ajoie. J'ai pas été faire mon enquête jusqu'au bout, mais je crois pas que c'était une bière de la brasserie du Dr Gaps, donc on va pas la mentionner. Mais non, Valtteri Merellet qui assiste à Miro Aaltonen pour le but décisif en prolongation face à Fribourg-Gotteron. Les Bernois célèbrent devant le COP fribourgeois. En même temps, ils ont marqué ici, donc on peut pas leur en vouloir. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent sur la tête de gobelets, de bières, de déchets. Merellet, il se dit, c'est pas encore assez marrant, je vais encore faire des grands gestes au public. Et ça a évidemment excité tout le monde. À la fin, après l'interview, il a dit, ils arrêtaient pas de nous jeter des bières dessus. Moi, j'avais soif, j'en voulais encore un peu davantage, donc je leur disais de m'en jeter encore. Alors, moi, je suis partagé. D'un côté, vu comme ça s'est déroulé, ça me fait assez marrer. Et je pense que si on avait été hockeyeur professionnel et qu'on avait marqué un but décisif dans la patinoire du rival, on aurait peut-être fait bien pire. En tout cas, je parle pour moi. Mais en même temps, je suis obligé, dans le même temps, de me dire, ouais, mais là, il est devant le COP. Les supporters agités, on va dire ça comme ça, ils sont juste à 2 pas. J'ai l'impression qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu non plus. S'il y en a 10 qui descendent, parce qu'ils sont vraiment à 2 pas de la glace, là. Il n'y a pas beaucoup de sécurité parce qu'ils sont en train d'ouvrir les portes pour faire rentrer les trucs publicitaires, etc. S'il y a une dizaine d'excités qui rentrent sur la glace, il peut vraiment y avoir un gros problème. Et on trouverait tout de suite moins bon enfant la provocation de Valtteri Merellet. Après, tu me diras, ouais, mais c'est aussi aux gens de savoir se tenir, on est bien d'accord. Mais dans un contexte de victoire en prolongation, vraiment, moi, je suis partagé. En un sens, j'ai envie de me dire, ouais, mais on se plaint assez
de certaines fois des interviews aseptisées, du sport aseptisé. Et là, il y a un peu d'émotion, il y a un peu de chambrage. Et c'est plutôt chouette. Et si ça dérape, qu'est-ce qu'on dit? Donc, je sais pas. C'est quoi ton avis quand tu as vu cette scène? Je trouve que je suis un peu plus comme toi à dire. Moi, j'aime pas quand le chambrage, on va dire gratuit, mais en même temps, dans ce contexte-là, on peut pas dire waouh, je pensais que les joueurs allaient tous rester dans leur coin et puis que ça allait se passer, ils allaient juste célébrer, se taper, puis après tous se mettre en ligne et attendre les Fribourgeois. Non, le fait que un joueur, que ce soit Merelek, que ce soit Di Domenico à l'époque, que ce soit Todelic à l'époque, qui avait quand même passé devant toute la patinoire avec son majeur levé au-dessus de son casque, puis il avait fait un tour de patinoire à peu près comme ça, c'était même autre chose. Donc on doit accepter que ça puisse un petit peu se passer, puis que les gens, ma foi, ça fait partie du hockey d'avoir ces émotions-là, et les joueurs, je trouve, comme ils ont ce côté gladiateur dans l'arène, puis qui viennent de faire quelque chose, je trouve que c'est plus grave de faire un fuck au public que de leur dire allez les gars, continuez finalement, parce que ça me donne du courage un peu à la Russell Crowe qui harangue la foule. Est-ce que vous n'êtes pas divertis comme ça? Il y a un peu ce côté-là. Et si on reprend le temps des gladiateurs qui était avant Jésus-Christ, finalement, ça se faisait déjà comme ça finalement. Donc ça, je peux le comprendre. Et je suis pas fan, mais je trouve que ma foi, les gens doivent aussi apprendre. Je trouve que c'est pas malin de jeter une bière sur un joueur, finalement, même s'il est venu puis qu'il t'a fait nanana. C'est ça mon avis, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, de toute façon, ce qui est évident, c'est que si j'allais déjà sortir un nom d'un joueur, mais il n'y a même pas besoin. Si un joueur de Fribourg-Gotteron avait marqué le but décisif dans la prolongation, et s'il était allé devant le parkage des visiteurs et avait fait des gestes au Bernois, il y aurait eu des demandes de maillot tiré de la part des fans de Fribourg-Gotteron pour ce joueur, peu importe son nom. Donc, c'est aussi, c'est parce que ça t'a un tout petit peu embêté, voire plus que embêté, que derrière ça agace. Maintenant, il y a Yannick Radgeb est allé défendre, on va dire, un peu les supporters, on va dire. Il a dit, voilà, moi j'aime pas du tout ce qu'il a fait, c'est un problème pour moi. Donc c'est pour ça que je suis allé lui dire ce que je pensais. Après, Lars Leuenberger a pas vu en direct, mais quand on lui en a parlé, il s'est marré et il a dit, c'est le spectacle, ça fait partie du show, non? Et lui trouvait ça tout à fait acceptable. Donc, je peux aussi comprendre qu'un joueur sur la glace se sente aussi personnellement attaqué par le joueur qui va faire le malin. Mais le coach qui prend un poil de recul dit ouais, bon, ça va, on va un petit peu se calmer. Maintenant, là, j'ai bien aimé la dernière phrase de Yannick Radgeb qui dit à nous de nous en servir comme motivation, puis quand on ira gagner là-bas, ça leur fera d'autant plus mal. Et en fait, c'est exactement ça l'état d'esprit que doivent avoir les Fribourgeois. Oui, Merellet est venu les chambrer, à eux de faire en sorte d'avoir des moyens d'aller les rechambrer là-bas. Voilà, justement, aller gagner là-bas, comme on vient de l'expliquer dans la petite capsule en partenariat avec Dr Yaps, ça veut dire quoi? C'est comment aller gagner à Berne un acte 7? Berne qui a un public nombreux, potentiellement bruyant quand ça devient compliqué, quand l'équipe s'emballe, le public est très très bruyant, il peut aussi être assez calme, donc il faut éteindre la Postfinance Arena. Mais comment? Surtout quand tu as les statistiques, et tu l'as dit en début d'épisode, tu as les statistiques contre toi. Jouer à l'extérieur, c'est une horreur pour les matchs numéro 7, et c'est très très rare qu'une équipe perde un match 7 à domicile. La dernière occurrence, c'est 2022 Davos contre Rapperswil. C'était assez étonnant que Rapperswil mène, mais menait 3-0 contre Davos en 2022. Et puis Davos avait non seulement réussi à gagner le match 7 à l'extérieur, mais à remonter. C'était un peu le double effet qui se coule, c'était référence de vieux, de remonter. Tu l'as déjà fait la semaine passée. J'ai failli me moquer, je l'avais pas fait, mais là je suis obligé. De 0-3 à 4-3, et c'est assez
c'est assez fou de se dire que tu dis qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je te dirais que pour aller gagner là-bas il faut invoquer McCarthy. C'est quoi, Steve McCarthy, l'esprit de Steve McCarthy, ou lui demander 2,8 secondes de la fin du match 7 de la finale, le but décisif pour Zurich. Climatisation extrême. Ah ouais, alors là j'étais présent, j'étais dans le public ce soir-là. J'avais pas à l'époque, c'était un collègue qui suivait cette rencontre et j'avais envie de la voir, donc j'avais acheté mon billet comme tout bon supporter. J'étais dans le public, dans les gradins de la PostFinance Arena. Heureusement que c'était pas à Fribourg, parce que c'est à Fribourg maintenant et tu devrais te lever à 3h50 pour aller chercher un billet, quoi. Exactement, là c'était plus simple, j'avais réussi à trouver mes billets, mais c'est vrai que c'était un soir particulier. Si Fribourg veut s'en sortir, ça passera par plusieurs choses. Ça passera par avoir peut-être un peu une autre ligne qui vient aider l'attaque, parce que sur le match numéro 6 à Fribourg, c'était quand même un petit peu caricatural, l'attaque fribourgeoise. Et maintenant, tu es obligé de te poser des questions sur l'alignement. Est-ce que Lars Leuenberger va vouloir changer quelque chose? J'ai l'impression que ta première ligne fonctionne. Ouais. Ce serait presque un aveu de panique de dire tout à coup, et je mets juste une piste, hein, je dis pas que c'est ce qu'il doit faire, mais tout à coup de se dire, je sais pas, il faut que mon Berchi là en ligne 2, il mène pas grand chose. Est-ce qu'on le met avec les deux Suédois, qu'on ne dissocie évidemment pas? Il se trouverait encore moyen de faire des passes depuis le banc sur la glace s'ils étaient pas dans la même ligne. Donc, je pense pas que ce serait une grande idée. Mais est-ce que c'est ça l'idée? Moi, j'y crois pas. Hein, honnêtement, c'est par honnêteté intellectuelle que je le mets en avant, mais je pense vraiment pas que c'est l'idée. Mais par contre, comment tu trouves une autre vague d'attaque pour faire la différence? J'ai l'impression que ça passe par Veil, Lilia et Berchi qui doivent amener plus de... Ouais, quelque chose en plus, amener plus de pression peut-être, qui peut peut-être bénéficier après à la ligne derrière. Mais évidemment, la blessure de Delarose fait que c'est Walser en centre de 3. Tu l'avais aussi évoqué, Walser en centre de 4, c'est super. En centre de 3, est-ce qu'il manque pas un petit quelque chose finalement? Forcément que ça veut dire que c'est Ljunggren en centre de 4 et c'est pas satisfaisant. Est-ce que ça passe par un Motet qui se réveillerait tout d'un coup? Maintenant, l'histoire serait belle. Moi, je peux aussi me dire, est-ce que Berchi, l'année passée contre Lugano, match 7, à la différence près que c'était à Fribourg, il avait été décisif. Donc, et il est bon pendant ces playoffs, pendant ces séries. Il a un peu, mais on a la full Christophe Berchi experience, si on peut dire. C'est à la fois, des fois, il met des buts, il est bon. Puis tout d'un coup, il fait une passe un peu pas suicidaire, mais pas assez appuyée. Il garde un peu trop le puck, il fait une faute, il perd le puck, et puis il fait un petit accroché. Que ça ne mérite peut-être pas forcément 2 minutes, mais si tu retiens la canne à ce moment-là, ça va être sifflé. Je sais pas si c'est une intelligence de jeu à un moment donné d'être un tout petit peu plus smart, mais c'est un super joueur, c'est un leader de Gauthieron, et il n'y a pas de raison ancien joueur, ancien de la maison bernoise, l'image serait belle aussi. Ouais, c'est évident. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une option qui va arriver sur la table. C'est Andreas Borgman qui a purgé ses 3 matchs de suspension, donc qui est à nouveau à disposition du coach. J'en ai parlé à Lars Leuenberger après le match, mais évidemment, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent oui, voici mon plan, mais merci de pas l'écrire. Mais bon, allez, à toi, je te le dis. Enfin, on n'est pas naïf, mais bien sûr qu'il a une carte de plus dans son jeu, comme il nous l'a dit. Il faut savoir que lorsque Jacob Delarose s'est blessé, l'option numéro 1 de Lars Leuenberger a été de mettre Borgman au centre d'une ligne, de la 4e ligne. Ça n'a pas duré tant que ça, vu qu'il a pris pénalité de match pour une charge sur Marc Marchand, qui l'a renvoyé directement sous la douche, suspendu 3 matchs. Maintenant, il est de retour. Est-ce que Lars Leuenberger se dira, mais c'était une bonne idée, je reste convaincu que ça en était une, et donc je vais aller au bout de mon idée et on va dire mourir avec mes idées, ou est-ce qu'il va changer et de se dire, mais finalement à Berne on va surtout devoir être solide défensivement? Est-ce que jouer avec Borgman c'est être solide défensivement? Sur ce qu'on a vu sur la saison, j'ai envie de dire pas toujours, mais en théorie
quand même, il est censé amener cette stabilité-là, d'être un joueur potentiellement rugueux, qui a de l'expérience. Et on a vu Yekers se fait brasser sur le but décisif derrière la cage. Est-ce que d'avoir un défenseur supplémentaire, c'est pas une bonne idée? Quitte à faire jouer un Jan Dort, centre de 4e ligne, il est capable de le faire. Et c'est aussi là où je voulais en venir avant avec mon histoire de Sandro Schmidt. Bah, si vraiment tu as besoin d'un centre de 3e ligne un peu plus créatif, un peu plus bon offensivement que Samuel Valzer, bah, tu as Sandro Schmidt. Hein. Mais là, ça change tout. Ça veut dire que c'est un joueur qui joue à l'aile depuis le début de la saison. Tu le remets au centre, qui est sa position naturelle, mais de moins en moins. Mais ça permettrait de te solidifier quand même ton dispositif et ta ligne de centre. Encore une fois, je dis pas que c'est la solution, mais c'en est une en tout cas. Ouais, je trouve que ce serait... Je sais pas si le terme aveu de faiblesse est bien choisi, mais casser quelque chose qui fonctionne, c'est un peu j'ai de la peine à me dire... Pour moi... Schmidt a tellement mérité sa place maintenant, bah, il forme une des meilleures triplettes de Suisse. Tu disais au tout début, il serait capable de se faire des passes sur le banc, Wallmark et Sorensen, dans l'absolu, vu que c'était deux meilleurs. Si tu veux diluer le talent, alors je dirais plutôt, tu mets Wallmark, Lilia et Sorensen Veil, peu importe, hein, mais t'essayes de faire un truc comme ça, que Sorensen bénéficie de Veil comme il bénéficie de Wallmark, et puis que Lilia bénéficie avec Schmidt du travail de Wallmark. Mais je trouve que c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. C'est moi qui t'amène dans un chemin de traverse. Là. Je crois qu'on est les deux d'accord avec la finalité, il faut pas toucher cette première ligne. Mais comment plutôt en réfléchissant aux différentes options qui s'offrent à Lars Ulmerger. Et en même temps, à la fin du match, lui, il nous disait, mais on fait pas un mauvais match. Hein. Si on regarde globalement, il y a des erreurs individuelles, bien sûr, mais dans le jeu, c'était moins compliqué que le dernier match Fribourg-Berne, où Berne était venu à Fribourg et avait roulé sur Gauthieron pendant à peu près 60 minutes. Là, pas du tout. Il y a eu un vrai match et il dit, on doit aller là-bas. Et il avait pas du tout l'air de dire qu'il y avait des choses à changer non plus. Donc il y a aussi cette maxime qui dit qu'il faut pas changer quelque chose faut pas vouloir réparer quelque chose qui est pas cassé. Ce serait aussi peut-être l'impression que donnerait ce move de vouloir absolument trouver une autre solution, alors que finalement, à quelques détails près, Fribourg aurait pu gagner ce match numéro 6. C'est totalement ça. C'est pour ça que quand on a des statistiques avancées, je veux dire, ce match, normalement, c'était quoi 4 expected goals à 2,3, 2,4, quelque chose comme ça, en faveur de Fribourg. Et il y a eu 4-3 pour Berne. Donc, il y a eu ce penalty, il y a eu cette cage vide. Ces deux buts-là, on peut les ajouter presque. Ou en tout cas, un des deux. Et notamment, peut-être plus la cage vide d'ailleurs que le penalty. Et ça changeait... Et ça change notre opinion, ça change notre vision du match. Là, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé. Et au final, c'est Berne qui s'est imposé, mais de regarder un tout petit peu dans les détails, et c'est même pas une question de se donner du courage ou se dire non, mais Fribourg peut y arriver. Fribourg était bon, quoi. Donc, de tout changer alors que c'était pas si mal que ça et qu'ils étaient meilleurs aux expected goals, c'est difficile à valider, on va dire, intellectuellement, je trouve. Si on réfléchit à la position de Fribourg, et je pense que si ça te va, on peut terminer là-dessus. Ouais. C'est un peu celle de Langnau à Lausanne, où tu pars pas favori de ton match. Par contre, dans tes rangs, Langnau à Stéphane Charlin, Fribourg à Reto Berra, t'as le gardien qui peut te voler un match, qui peut être capable un soir décider qu'en fait il prendrait pas de but. C'est pas aussi simple que ça, mais des fois ça va presque clair avec Reto Berra ou Charlin, donc c'est les deux exemples qu'on a sous la main actuellement. Et dans un match 7 qui va être tendu, un Philippe Wüthrich, il a déjà connu ça par le passé, aussi des matchs 7, mais un Reto Berra, il a une grande expérience, et un soir comme ça, un soir de grâce, ça peut aussi te faire la différence. Donc là aussi, si tu faisais une draft des deux équipes et tu dis au coach, choisissez chacun votre gardien, celui qui draft en 1, je pense qu'il prend Reto Berra avant Philippe Wüthrich. Ça veut pas dire que Wüthrich est pas bon,
mais je pense que c'est quand même celui que tu aurais envie d'avoir en tant qu'entraîneur, et il est du côté de Fribourg. Donc c'est un des gros salaires de cette équipe. À raison, il le mérite. Et là, typiquement, il pourrait encore plus montrer à quel point il le mérite s'il sort une grosse perf du côté de Berne. Et c'est un peu cliché, mais les 5 premières minutes, en théorie, ça devrait venir terriblement fort. Et si Fribourg fait le dos rond pendant 5, 7, 8 minutes et commence à mettre le nez à la fenêtre, mais derrière, on peut avoir un match. Et l'habituel 5 contre 3 à Berne qu'il faut éviter parce qu'il est rapidement là. Il a aussi eu lieu à Fribourg. Je dis pas que c'est que à Berne. Mais j'ai l'impression que quand tu vas à Berne, suivant comment, tu sais que tôt ou tard, il pourrait y avoir une situation de 5 contre 3. Faut pas donner la chance aux arbitres de mettre le sifflet à la bouche en étant intelligent. Et tu parlais avant justement de Berchi. Si on voit la pénalité qu'il prend en prolongation à Berne, il accroche la canne et tu fais un mouvement qui permet à l'arbitre de mettre le sifflet à la bouche. Il faut être plus malin que ça. Et là, ça va jouer justement sur ce genre de petites choses-là. Et donc, on est déjà au terme de cet épisode numéro 31 de Colfax. Il n'y aura pas d'épisode mercredi pour ceux qui nous attendront à 17h. On ne sera pas là. On va évidemment plutôt faire un épisode jeudi pour récapituler ces quarts de finale et se projeter sur les demi-finales en espérant qu'on ait encore des romans en lice. Ouais. Jeudi ou vendredi, il faudra encore qu'on cale nos agendas parce que jeudi, il peut aussi y avoir le match d'Ajoie à Lugano. Donc, suivez nos réseaux sociaux, c'est aussi est toujours le meilleur moyen de savoir où on en est quand on aura des épisodes. Sinon, si vous vous abonnez sur Spotify et vous activez les notifications, il y a toujours la notification qui débarque quand l'épisode sort. Donc, c'est aussi un bon moyen de nous suivre. Sinon, on est présent sur YouTube, Apple Podcast et sur tous les réseaux sociaux pour discuter avec vous. Et merci aussi pour les discussions sur quand je vous rencontre sur la route. Merci à Mathéo d'être venu parler un bon moment de hockey avec moi. Ça m'a fait très plaisir d'échanger. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Bon match. Et en espérant qu'on ait un derby roman en demi-finale. Ça serait quand même assez chouette pour Colfax. Absolument. Et j'en profite encore juste avant de dire au revoir de remercier Alain Sulliger pour son don qu'il nous a fait. Merci infiniment encore une fois. Merci Alain. Et puis à tout bientôt.